Hello, good morning, good afternoon, and good evening, everyone. Welcome. Bonjour, bon après-midi, bonsoir à tous. Bienvenue à la 15e séance des États parties de la Convention pour les personnes handicapées. Cette séance est organisée par le Fonds pour les droits des personnes handicapées, ainsi que l'Alliance Global Affairs Canada. Je suis Dwi Ariani, je suis la tête des programmes pour l'Asie. Nous allons vous expliquer ce que nous avons pour vous en matière de services d'accessibilité aujourd'hui. Merci de mettre votre nom, votre pays, votre organisation dans le chat. Si vous voulez poser des questions, merci de les mettre dans la messagerie et non pas dans la section questions et réponses pour assurer que le webinaire soit accessible. Nous avons le sous-titrage codé en anglais, français et le basque indonésien. Vous pouvez l'accéder en bas de votre écran. Et nous allons partager le lien pour la carte dans le chat pour le français. Pour l'anglais, ça sera donné par Zoom et il y aura également un lien mis dans le chat. Pour le bassin indonésien, vous pouvez voir le lien carte en anglais et ensuite sélectionner la langue. Merci de cliquer sur le globe en bas de votre écran pour l'interprétation. Nous aurons l'interprète pour la langue des signes internationale sur écran. Si vous pouvez accéder les sous-titrages codés, comme je l'ai déjà dit. Nous allons avoir des remarques d'ouverture, des remarques des panélistes, en suivi des questions sur ces présentations. J'aimerais tout d'abord remercier tous les orateurs et tous les participants qui nous ont rejoints. Merci beaucoup. Le changement climatique affecte la vie et le bien-être des personnes, surtout dans le monde en développement, de manière disproportionnée. L'événement va souligner l'importance d'avoir des réponses qui tiennent compte du genre et du handicap et les mécanismes, le fait que les femmes ne sont pas incluses dans ces domaines par manque ou faute d'informations. Des fois, elles ne sont pas invitées à faire partie des processus de la prise des décisions. Nous allons écouter les mesures prises par des pays, des organisations, des agences de donateurs à l'intersection du changement climatique, la réduction du risque des catastrophes, le handicap et le genre. Nous avons le Fonds pour le plaidoyer des droits des personnes handicapées. Nous avons plus de 400 organisations pour des personnes handicapées dans le monde. Nous appuyons les personnes ou des femmes handicapées et nous essayons d'accroître la flexibilité et le plaidoyer pendant des crises liées aux catastrophes
etc. Nous essayons d'assurer qu'il y ait des opportunités qui sont créées. Notre travail euh, démontre que les femmes handicapées sont importantes pour assurer des réponses appropriées aux crises. J'aimerais présenter notre première orateur, Cheryl Urban. Elle est le directeur général pour le développement économique et les institutions financières internationales au Global Affairs Canada. Et prior to this, Ms. Urban served as the Director General of South America and Elle est le directeur général pour l'Amérique du Sud. Elle a elle a aidé en matière de la réduction des risques et avec l'équipe spéciale. Sans autre, j'aimerais donner la parole à Cheryl. Qu'est-ce que Canada fait pour traiter des droits des femmes handicapées à l'intersection du Merci climat, du beaucoup. changement climatique? Tout d'abord, j'aimerais vous dire que je vous parle depuis le territoire traditionnel non cédé des Algonquins, Anishinaabe. Je me présente Cheryl, j'ai des cheveux blonds et vous pouvez voir la photo derrière moi. Merci tellement de votre aimable présentation et de votre invitation à participer à cette importante discussion. Je suis également très heureuse d'être rejointe par les autres membres du panel qui mènent un travail de transformation dans ce domaine. Le changement climatique et la perte de biodiversité constituent une menace mondiale fondamentale susceptible d'aggraver certains des plus grands défis de l'humanité. Cela peut entraîner des catastrophes liées au climat, ainsi que des déplacements et des migrations avec des répercussions supplémentaires et importantes sur la sécurité, l'égalité des droits et les sexes. Et nous savons déjà que les plus pauvres, les plus marginalisés, les plus vulnérables, y compris les femmes et les filles dans leur diversité, et les personnes handicapées sont parmi les plus exclues dans tout contexte de crise. Nous ne serons pas à même de réaliser les ODD si nous ne nous attaquons pas aux causes profondes du changement climatique d'une manière qui profite à tous. Il s'agit d'une priorité essentielle pour le gouvernement du Canada qui vise à atteindre des émissions nettes nulles d'ici 2050 et à stopper et inverser la perte de la nature d'ici 2030. La promotion d'une action climatique inclusive et féministe est au cœur de ce travail, comme en témoigne la politique étrangère et féministe et la politique d'aide internationale féministe du Canada, ainsi que ses programmes de son travail de sensibilisation. Ces politiques nous engagent à nous engager à fournir de l'aide internationale parce que tout ce travail est basé sur les droits humains. Tout le monde doit jouir des droits de l'homme en dépit de leur situation. Il faut s'assurer que les personnes en situation d'handicapé, surtout les femmes et les filles, peuvent participer dans la prise de politique liée au climat et l'évaluation des politiques. Que les considérations doivent être intégrées dans les plans nationaux, dans les plans d'adaptation au changement climatique, atténuation et de réduction des risques de catastrophes. Il faut être clair en disant que nous ne pouvons pas faire face efficacement au changement climatique et réduire les risques de catastrophes sans la participation inclusive et égale des personnes handicapées, en particulier les femmes et les filles. Nous devons reconnaître les défis auxquels sont confrontées les personnes les plus exposées et mettre leur voix au premier plan. C'est impératif pour les personnes handicapées qui représentent 15% de la population mondiale, soit environ 1 milliard de personnes. Maintenant, je vais parler plus concrètement de ce que fait le Canada et les initiatives que nous avons
mises en place pour aborder cette situation. Le Premier ministre Trudeau a annoncé le doublement du financement du Canada pour le climat, qui passera de 2,65 milliards de dollars en 2015 à 5,3 milliards de dollars sur 5 ans. Ce financement aidera les pays en développement à atténuer le changement climatique et s'y adapter et à renforcer leur résilience. Le Premier ministre a également confié au ministre du Développement international le mandat de fournir une aide accrue aux personnes handicapées dans les pays en développement. Aussi, au mois de février de cette année, lors du sommet mondial de personnes handicapées, le Canada a annoncé une série de nouveaux engagements visant à renforcer la programmation, le plaidoyer et le développement des capacités. Concrètement, le Canada s'est engagé à verser 35 millions de dollars depuis 2018 pour aider 9 pays des Caraïbes à combler des lacunes en matière d'inclusion de personnes handicapées dans leur plan de gestion des risques de catastrophe et à faire progresser les solutions climatiques tenant compte du genre. Par exemple, notre soutien à la Facilité de résilience Canada-Caraïbes aide à évaluer les lacunes en matière d'inclusion et d'égalité des sexes et des handicaps dans les plans de gestion des risques de catastrophe. Il sera ciblé sur les secteurs les plus touchés comme les infrastructures et l'agriculture. Et par le biais du projet Climate Change Action, pour Gender Sensitive Resilience, nous avons aidé à intégrer des approches fondées sur l'égalité des sexes. Cet engagement reconnaît également les impacts disproportionnés du changement climatique auxquels sont confrontés les petits États insulaires en développement, ainsi que les obstacles à l'accès au financement. Par exemple, nous travaillons avec des femmes, des filles et des personnes handicapées. J'ai parlé avec de nos politiques. Nous avons aussi des programmes qui sont basés sur notre reconnaissance du fait qu'il faut travailler avec les communautés de base. Nous avons 2 programmes. Nous avons le Fonds du Canada pour les initiatives climatiques et aussi le programme des Voix des femmes et le leadership. Nous allouons des fonds pour des organisations pour réduire les barrières au financement. Alors, je vais conclure en ce moment. Je remercie beaucoup pour la possibilité de parler avec vous de quelques initiatives que nous sommes en train de mettre en place. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Cheryl. Je vois à partir de vos remarques qu'il est très important d'assurer la pleine participation des femmes et des filles dans les initiatives globales en tout ce qui touche au changement climatique et qu'il est très important d'avoir les ressources de ces organisations. Merci beaucoup, je vous remercie beaucoup. Et maintenant, nous tournons vers le deuxième membre du panel, un diplomate chevronné dans le ministère des Affaires étrangères de Finlande. Il a travaillé à l'ambassade de Finlande en Islande, au Toronto, et aussi aux Nations Unies, à l'OMC et aussi à la mission à l'UE. Il a commencé en 2020 sur l'inclusion des femmes après une carrière comme diplomate. Et sa position démontre l'engagement de la Finlande. Ma question est, comment est-ce que le gouvernement de Finlande assure les priorités et l'inclusion de ces priorités dans votre plaidoyer pour les femmes et les personnes en situation de handicap? Merci beaucoup. Les panélistes et participants.
La crise climatique affecte des personnes et des communautés de manière différente. Les femmes font face à des risques et des fardeaux plus grands des impacts du changement climatique. La participation inégale des femmes dans les processus de la prise de décision et dans les marchés laboraux les évite de contribuer pleinement à la planification en matière du climat, la prise ou la prise politique et la mise en œuvre. Les personnes avec vivant avec des handicaps constituent un grand pourcentage de la population du monde et sont affectés par des typhons, des inondations, la sécheresse, la chaleur et la montée des eaux. Quelle est la fréquence avec laquelle nous parlons de l'impact du changement climatique sur les femmes et les filles? Pas assez, je crois. C'est pour cela que cet événement est si important. J'aimerais remercier donc les organisateurs. Nous devrions examiner dans les détails les formes multiples de la discrimination confrontée par des femmes handicapées dans le contexte de la crise climatique. J'aimerais dire quelque chose sur l'approche de la Finlande. Nous prenons en compte les droits de l'homme et des impacts négatifs sur les ressources et les moyens de subsistance des personnes. Nous focalisons sur le plaidoyer et nous soulignons la participation des personnes handicapées, surtout les femmes handicapées. La promotion des droits des femmes, des filles et des personnes handicapées est au cours de nos priorités en matière de développement et de la politique étrangère. Et les qualités du genre et l'inclusion des personnes handicapées sont des objectifs transversaux qui sont intégrés dans notre travail. Nous sommes actifs en faisant attention de la situation vulnérable dans laquelle sont placées les personnes handicapées. Nous faisons partie des fonds verts. Nous avons besoin des actions transformatives qui prennent en considération les raisons de base des inégalités et l'intersection entre le genre, le handicap et d'autres facteurs. Où est-ce que nous devons focaliser? Je pense qu'il faut considérer et regarder de manière systématique les impacts du changement climatique à travers une perspective du genre et des handicaps. Il faut inclure ces aspects dans nos analyses et nos théories du changement. Il faut accroître nos actions et nos activités objectives pour avancer les droits des femmes, les filles et les personnes avec des handicaps. Il faut enlever les barrières confrontées par ces personnes et enlever les stéréotypes et des environnements inaccessibles. Le manque d'informations accessibles est une autre barrière. La fracture numérique au niveau du genre est accentuée pour les femmes vivant avec des handicaps. Je pense que il est important de mettre les femmes et les filles handicapées au centre de nos solutions. Pendant longtemps, nous avons appuyé ces mouvements. Nous avons appris que les femmes et les filles handicapées
peuvent être mises de côté si nous ne faisons attention à ces questions. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup, Petri. Vous avez souligné l'importance de voir l'intersection entre le genre, le handicap et le changement climatique. Et tout cela devrait être au cœur de nos politiques en matière du changement climatique et assurer que les femmes soient au centre des processus de la prise des décisions. J'aimerais maintenant présenter le prochain orateur. Madame Pratima Gorang est une universitaire. C'est un membre fondateur et actuellement le secrétaire général du réseau des personnes, du réseau mondial des personnes handicapées indigènes. Elle est présidente de l'Association nationale pour les femmes indigènes handicapées du Népal. Elle est notre question est comment est-ce que les femmes handicapées mènent le mouvement du plaidoyer au niveau national, régional et international et qu'est-ce que les parties prenantes peuvent apprendre de ces femmes. Vous avez la parole. Merci. Merci beaucoup, Dwi, et merci à tous les membres de ce panel et aux participants qui nous écoutent. Je me sens très humble de participer dans cette discussion avec ces membres distingués de ce panel et j'aimerais remercier les organisateurs de m'avoir donné la possibilité de parler. Je suis une femme indigène en situation de handicap et j'aimerais aussi saluer tous les autres collègues. Je représente une association de femmes indigènes en situation de handicap de Népal et aussi du réseau mondial qui parle pour la défense des droits des femmes indigènes en situation de handicap. Nous travaillons avec les communautés de base. Nous avons travaillé sur le débat sur le changement climatique depuis 2016 avec l'accord de Paris où j'ai pris part aux négociations avec les États membres et j'ai participé aussi dans les événements parallèles. C'était une expérience très intéressante parce que nous avons pu mettre de l'avant les intérêts des femmes et des personnes en situation de handicap. Nous avons pu documenter la situation des personnes en situation de handicap dans l'accord de Paris. Et nous pouvons nous ayons de faire entendre nos voix. Après la conférence de Paris, et suite aux négociations, nous avons pu développer une politique qui inclut les genres, les incapacités, les handicaps. Et nous savons que le changement climatique a un impact sur notre vie ainsi que la vie d'autres groupes marginalisés. Nous avons notre expérience dans les pays en développement que le Népal et nos montagnes. Et nous pouvons voir tous les faits. Et nous avons pu voir la vulnérabilité accrue des populations, la production de la forêt, des montagnes et des rivières ont été affectées par des politiques, les coutumes traditionnelles des personnes autochtones en ce qui concerne la production et l'alimentation ont été affectés par l'usage de pesticides. Maintenant, nous avons des problèmes de disette. Il y a la question aussi de la migration, le déplacement des populations, la pauvreté, et qui empire la situation de vie des personnes
handicapés. 1,1% de personnes indigènes en situation de handicap ont accès à des situations pour faire la vie meilleure. C'est pour cela que nous sommes en train de perdre nos coutumes. Quand nous voyons la situation du Népal, nous voyons que nous sommes en situation très difficile en ce qui concerne le changement climatique. Nous sommes conscients que nous avons des questions, des problèmes qui ont trait au changement climatique. Ces réalités ne sont pas traitées au niveau international. Il n'y a pas de justice dans les justices mondiales, dans les discussions mondiales sur les justices environnementales. Les personnes et les femmes indigènes en situation de handicap ne sont pas conscientes de leurs droits. Nous voyons qu'il y a très peu de compréhension et très peu de ressources et très peu de participation de la part des personnes en situation de handicap. Nous voyons que les impacts du changement climatique sont très profondément sentis sur le terrain. Nous voyons une approche très restreinte dans les organisations qui travaillent sur la justice climatique. C'est pour cela que nous avons pu travailler à 2-3 niveaux, national, régional et mondial, pour faire rehausser la conscience sur la justice. Et nous avons fait des lobbies avec d'autres parties prenantes, comme le gouvernement, par exemple. Nous travaillons avec les organisations des femmes pour mettre la situation des femmes indigènes en situation de handicap au cœur des discussions. Nous voulons avoir un cadre plus compréhensif sur les discussions sur l'inclusion. Nous voulons une approche très inclusion à tous les niveaux, local, régional et international. Nous voulons une participation des personnes en situation de handicap à tous les niveaux. Et c'est pour cela que nous voyons que le discours sur la perte de végétation et la perte devrait assurer l'investissement et devrait prêter plus d'attention sur les groupes qui sont affectés. Il faut avoir un environnement interculturel. Nous sommes conscients que nos histoires de l'intersection entre le genre, les handicaps devraient être documentés, devraient être focalisés sur une intervention très ciblée. J'aimerais dire que l'atténuation et la capacité de résilience des personnes autochtones devraient être respectées, promues. Et il faut que les personnes en situation de handicap, surtout les femmes, toute notre situation devrait être bien documentée, bien discutée pour que les gens aient une bonne idée de nos luttes au niveau national, régional et même international. Comme notre organisation, nous travaillons très étroitement avec des initiatives locales et mondiales pour faire le plaidoyer pour protéger les droits de toutes personnes indigènes, surtout les femmes en situation de handicap, pour qu'ils ne soient pas laissés pour compte dans ces discussions sur le changement climatique. Merci beaucoup. Et je sais qu'il y aura plus de questions de la part des participants. Merci beaucoup, Fatima. Merci pour votre aperçu sur la situation des femmes indigènes. Vous avez parlé de l'importance de travailler avec les parties prenantes à tous les niveaux pour donner une voix aux groupes marginalisés. Maintenant, je donne
parole aux participants. Si vous avez des questions, oui, j'aimerais rappeler aux participants, si vous avez des questions, s'il vous plaît, mettez dans le chat. Maintenant, notre prochain orateur, Van Rommel, qui a travaillé comme directeur exécutif de l'Alliance et depuis 1999 et 2000, il a été directeur du Forum européen pour les personnes en situation de handicap. Il a pris part aux négociations pour de la défense des personnes en situation de handicap. Et Stéphane aussi, co-président du groupe de travail GLAD sur l'action inclusive. Et je dis, ma question est la suivante. En tant que co-président du groupe de travail sur l'action climatique inclusive, pourriez-vous nous parler du plaidoyer pour l'inclusion des personnes handicapées pendant COP26, les défis, les réalisations, les recommandations et les plans pour la COP27? Oui. Merci beaucoup de l'invitation pour participer à cet événement important. J'aimerais focaliser sur le plaidoyer, le contenu. Les autres orateurs ont déjà parlé de ça. Je vais parler des initiatives que nous avons prises depuis que nous avons établi le groupe de travail GLAD. C'est le réseau international pour la promotion du développement inclusif des personnes handicapées. L'année dernière, un groupe de travail a été établi sur l'action climatique qui soit inclusive des personnes handicapées et dont je suis co-président. L'une des choses qui ont été discutées lors de la COP26 en Écosse était la promotion de l'accessibilité. Juste avant l'événement, il n'était pas sûr si ce serait un événement présentiel, hybride ou virtuel. Ce que nous avons fait l'année dernière, c'est que nous avons conduit une enquête parmi les membres de GLAD pour voir si leur travail sur l'action en matière du climat avait inclus des personnes handicapées. Pour prendre du Bureau international du travail, nous avons donc mené une enquête pour évaluer la situation et pour sensibiliser les groupes. L'enquête a confirmé que la plupart des fois, quand il y a eu des actions climatiques, il y a eu peu d'attention donnée aux personnes handicapées. Cela veut dire la participation des personnes et des organisations pour des personnes handicapées. Il y a également l'importance du financement et quand les données sont collectionnées en matière du climat, il faut les ventiler pour inclure des personnes handicapées. Lors de réunions précédentes, plusieurs réunions informelles avaient été organisées lors de la COP26. C'était la première conférence des parties où il y a eu un peu de visibilité pour des personnes handicapées, le Royaume-Uni étant le président, a fait que cela a été souligné. Il y a eu également la mention de la justice en matière des personnes
handicapés. Cette année, le travail du groupe de travail focalise sur la COP27 en Égypte en décembre. Nous avons des négociations de mi-parcours qui se passent à Bonn, où se trouve le secrétariat des discussions en matière du changement climatique. Il y a une réunion actuelle et des réunions parallèles sont également organisées. Il y a un plaidoyer continu pour établir des constituants en matière du handicap qui a été confronté à des problèmes. Il faut que cela soit mené avec l'Alliance et avec d'autres acteurs clés. Il est très important ce que Fatima vient de dire, qu'il faut être présent dans des constituants, dans des groupes de personnes autochtones, des jeunes, pour assurer l'intégralité de cette question. Une priorité majeure en tant que groupe de travail est de contribuer au renforcement des capacités des organisations nationales pour les personnes handicapées, pour qu'elles soient mieux équipées pour participer dans les discussions au niveau national, régional et mondial. L'impact est clair, mais il y a une courbe d'apprentissage qu'il faut assurer, la participation des communautés et d'avoir toutes ces personnes et organisations à la table. Enfin, il faut continuer à accroître l'attention des entités, des agences onusiennes et des donateurs. Par exemple, lorsque l'ONU donne de l'assistance technique aux pays en développement en préparation de leur contribution déterminée au niveau national, il faut que l'ONU insiste que les organisations des personnes handicapées soient invitées à ces processus. Il faut être conscient que l'inclusion des personnes handicapées est quelque chose qui a été rajouté en retard à ces discussions. Et il faut être conscient qu'il va falloir du temps pour avoir l'attention adéquate qui est donnée, mais on a pris quand même quelques pas. L'objectif ambitieux est de promouvoir un plan d'action en matière du changement climatique inclusif des personnes handicapées. Nous savons qu'il va falloir quelques années, mais il faut commencer le processus et donc identifier des gouvernements qui vont promouvoir cette cause de l'appel d'aujourd'hui et de d'autres contextes. Il est évident que la Finlande et le Canada sont des candidats naturels pour faire partie de ces champions, mais il faut également inclure des groupes en pays en développement. Vous avez mentionné l'importance de la pleine participation signifiante de personnes et organisations, personnes handicapées, l'organisation promouvant leurs droits. Vous avez également partagé sur la priorité de renforcer les capacités des organisations pour des personnes handicapées pour qu'elles puissent participer aux discussions au niveau national, régional et international et assurer à ce qu'il y ait plus d'attention donnée à l'inclusion des personnes handicapées dans le travail des agences et d'assurer que ces personnes soient incluses dans le processus de déterminer les contributions au niveau national. Maintenant, nous aurons Maria Hoon
qui a beaucoup d'expérience travaillant avec des personnes ou des femmes handicapées. Elle est la présidente de l'association indonésienne des femmes avec des femmes handicapées et elle fait attention à l'inclusion des femmes et des filles dans le processus de la prise de décision. Comment, Maria, peuvent les femmes handicapées peuvent mener le changement au niveau communautaire et des actions en matière de la réduction des risques, des catastrophes et l'action climatique? Merci à tous. J'aimerais parler du rôle des femmes handicapées. En 2006, avec le soutien du DRF et DRAF, le Sulawesi du Sud a renforcé les personnes autochtones handicapées, surtout des femmes, pour d'avoir la confiance et la connaissance sur leurs droits comme personnes handicapées. Nous conduisons de la formation sur les conventions, sur le droit des personnes handicapées, CEDAW, et la Convention sur les droits de l'enfant, ainsi que pour les organisateurs communautaires, le lobbying et le plaidoyer. À travers ce renforcement, les femmes connaissent leurs droits et ont la conscience de participer au processus de développement et la prise de décision. Dans le district Sidrap, de jeunes femmes autochtones handicapées ont activement participé aux discussions sur l'impact du changement climatique sur les personnes autochtones, surtout les femmes handicapées. Les femmes sont informées sur les impacts du changement climatique, identifier les impacts possibles et dans leur territoire, identifier des concepts et des stratégies en matière d'adaptation et d'atténuation conduites par la communauté, y compris les femmes handicapées. Les résultats de cette discussion ont devenu une référence pour la politique liée à l'impact du changement climatique. Nous avons également conduit des formations en matière du lobbying et de plaidoyer pour les parties prenantes à CIDRAP, y compris les femmes handicapées, pour enrichir leur perspective et leur compréhension du changement climatique et son impact sur la société, pour qu'elles puissent faire le plaidoyer pour les décideurs. Dans le district de Maros, les femmes handicapées sont activement incluses dans la prise de décision. Les personnes autochtones en décapation du plan de développement de mi-parcours pour le village et assurer à ce que le handicap soit inclus dans le document 2019-2025. Les femmes autochtones handicapées sont déléguées pour représenter leur village du Son-Rambin au niveau du district et sous-district. Par conséquent, le gouvernement des districts a eu des réunions thématiques pour les femmes, les enfants et les personnes handicapées en 2021-2022.
Ces personnes ont participé à la formation des règlements régionaux en proposant le principe de la sagesse locale et les questions des personnes handicapées, qu'elles soient incluses dans le règlement local. La recommandation pour améliorer la situation des femmes autochtones handicapées inclut des actions pour protéger ces personnes, surtout les femmes, de toute forme de discrimination et la criminalisation de la gestion des ressources naturelles. Ces actions incluent les moyens de subsistance, y compris les actions d'agriculture, le rotin, la résine et la manufacture des manches de balai. L'État devrait assurer la participation, la pleine participation des femmes autochtones handicapées dans la prise des décisions, l'importance du soutien pour ces femmes. Et l'inclusion de ces femmes doit être incluse dans les documents et les droits collectifs donc de ces femmes doivent être inclus et la question les touchant intégrée dans les questions touchant des personnes autochtones. Vous avez mentionné que l'État doit assurer la pleine participation des femmes handicapées dans des processus de la prise de décision, l'impact du changement climatique, l'importance d'avoir la connexion entre ces questions et la politique. Je vais maintenant présenter le prochain orateur. J'aimerais rappeler au public de mettre vos questions éventuelles dans le chat et nous allons revenir à vos questions dans la session des questions et réponses. Nous allons maintenant écouter Monjural Kabir. Il est conseiller mondial et chef d'équipe de l'inclusion de la question d'égalité du genre et des personnes handicapées. Il travaille avec l'UN Femmes à New York et dans le domaine de la coopération triangulaire. Notre question est quelle part a été pris par l'UN Femmes pour promouvoir le droit des femmes et des Merci filles beaucoup et handicapées. merci à tous les autres membres du panel. C'est un grand honneur d'être ici parce que voici une question où on ne peut pas travailler seul parce que l'impact nous affecte tous. Mon collègue Stéphane a parlé du réseau CLAD et tous les autres réseaux qui travaillent ensemble dans le contexte du changement climatique. Mais nous travaillons non seulement avec les mouvements du genre, mais autres avec le mouvement pour les personnes en situation de handicap. Il faut voir que tous ces mouvements ont une plateforme en commun. Le secrétaire général, dans son discours récent, a parlé de la menace du changement climatique. Il a parlé de la préoccupation de tous qui travaillent ensemble sur cette question. Il a mentionné le manque de priorisation et aussi que l'effet de la pandémie de COVID-19 qui a affecté les ressources de tout le monde. La participation de personnes en situation de handicap, c'est un thème très important de COSP 15 qui a lieu cette semaine. Si nous examinons le sous-thème de priorité, cela parle de l'action climatique et la situation des personnes en situation de handicap.
les femmes et les filles en situation de handicap pour la résiliation, l'atténuation et le redressement. On a fait mention de la priorité de ONU Femmes, non seulement sur l'égalité des sexes, mais aussi sur la mise en œuvre de la plateforme et d'action du Pékin, qui est très lié à l'accord de Paris. Ces accords ne seraient sans sens si nous n'examinons pas la mise en œuvre de tous ces accords, y compris la situation et l'accord de Sendai et d'autres accords internationaux. Nous avons deux pays membres, le Canada et la Finlande. Ils ont pris des engagements très importants. Mais en ce qui concerne la mise en œuvre et comment est-ce qu'on peut travailler ensemble pour travailler pour protéger les communautés de base, ceux qui sont très éloignés, et aussi les questions où on ne peut pas travailler pour des raisons diverses, par manque de collaboration sur le terrain, par exemple. Il faut voir donc comment est-ce qu'on peut appuyer ces communautés. Voilà ce que nous sommes très conscients à l'ONU Femmes. Et un membre du panel a parlé de comment est-ce qu'on peut inclure beaucoup plus de pays du Sud dans le leadership sur l'action sur le climat, parce que c'est critique. La question de leadership est très importante. C'est la seule façon d'avoir un avenir beaucoup plus durable. Quelquefois, nous oublions les connaissances et l'expérience des femmes et des filles en situation de handicap. Nous les excluons des négociations. Maintenant, il est grand temps de voir cette question, d'examiner cette question. Quelquefois, dans la gestion des désastres, des catastrophes, il faut traiter la situation sous tous les angles, non seulement le redressement, l'action après la catastrophe, mais aussi la préparation, la phase de préparation. C'est exactement la même chose pour l'action climatique. Mes collègues ont parlé d'une approche intersectionnelle, mais cette approche ne peut pas capter tout le spectre des défis. Et je parle des défis. Quand je parle de défis, je sais que sur le terrain, beaucoup de collègues, non seulement du système des Nations Unies, mais aussi des gouvernements, hésitent de parler des défis intersectionnels, non pas parce qu'ils ne veulent pas, mais parce qu'il n'y a pas assez de connaissances, de manière de traiter cette question. On peut parler de vulnérabilités spécifiques, mais quand il s'agit des femmes et des filles, des communautés autochtones ou des minorités linguistiques qui vivent en zone rurale, nous voyons qu'il y a des pratiques discriminatoires qu'il faut attaquer et nous voyons la valeur d'une approche intersectionnelle et je me réjouis que Pratima a parlé de cela, mais il y a d'autres façons, il y a d'autres questions. Maintenant, je vais conclure avec quelques recommandations que nous, l'ONU Femmes, sommes en train de faire basées sur la collaboration avec d'autres partenaires. Nous voyons que l'inclusion du genre et des personnes en situation d'handicap dans toutes les pratiques est très important. Il faut développer des questions et des méthodologies pour avoir de l'information sur des femmes et des personnes en situation de handicap. Quelquefois, on n'inclut pas la situation dans la préparation pour l'action climatique. On n'inclut pas la situation de personnes en handicap intellectuel, par exemple. On se focalise beaucoup plus sur les handicaps physiques. C'est très important d'inclure les autres types d'handicaps. Et en ce qui concerne
les besoins spécifiques des femmes et les filles qui sont confrontées à des défis très, très importants. Il faut travailler avec les organisations pour les personnes en situation de handicap pour préparer une méthodologie. On peut aussi considérer les conventions comme le CRPD et d'autres. Il faut prendre conscience des défis spécifiques. Il faut s'assurer une collaboration avec les femmes, avec d'autres types divers d'handicap. Il faut inclure tout cela dans les plans d'action sur le climat. Il y a quelquefois un manque de collaboration entre les départements, les ministères et toutes les autres agences qui travaillent sur l'action climatique. Il faut que tous les ministères et d'autres agences au nord et au sud travaillent ensemble et cela aiderait les femmes en situation d'handicap. Il faut voir comment le ministère du genre et des affaires des femmes peuvent devenir un partenaire actif. Voilà quelques défis auxquels nous sommes confrontés. Quelquefois, les ministères de planification et d'autres parties prenantes ne consultent pas avec les autres agences. S'il n'y a pas une consultation, une collaboration, il va être très difficile d'inclure toutes ces considérations très importantes, comme les femmes handicapées et d'autres, dans nos pratiques et dans nos prises de décision. Il faut prendre au sérieux toute la planification. Il faut avoir des actions de résilience et réduction et d'atténuation des effets de changement climatique. Et pour inclure tout cela, tous les partenaires vont travailler en collaboration. Merci beaucoup d'avoir... je vous donne la parole à vous, Madame la modérateur, et je suis très contente de répondre à toutes questions que vous aurez. Merci. Merci beaucoup. Dewey a eu quelques problèmes de connexion technologique. J'aimerais remercier à tous les membres du panel. Nous avons quelques questions au chat. Et je vais diriger ces questions à des membres spécifiques du panel. Il y a une question qui porte la question du gouvernement. Je ne sais pas si Cheryl pourrait répondre à cette question. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour le programme sur le changement du climatique? Il y a une autre question. Une autre question qui pourrait être répondue par un autre membre du panel. Est-ce que les personnes en situation de handicap ont une connaissance de comment on peut activement inclure les femmes et les filles en situation de handicap dans des programmes et des plans? Quels sont les programmes pour Pratima pourrait répondre, et autre question sur l'appui spécifique pour les femmes qu'on pourrait donner aux femmes et les filles en situation d'handicap. Oui. Voilà pour quelques questions. Je pense que
Il faut aussi donner 1 minute à tous les membres du panel pour donner leurs remarques de conclusion. Peut-être ils pourraient répondre à cette question comme partie de ces remarques. J'aimerais commencer avec la question et comment est-ce qu'on pourrait mieux inclure les questions et la situation des personnes en situation de handicap dans les plans pour atténuation du changement climatique. Et je vais commencer avec Pratima. Merci beaucoup. Merci. Pour moi, je dirais qu'une participation pour s'assurer l'accessibilité, pour cela, il faut avoir comment comprendre l'intersectionnalité avec des femmes en situation de handicap et d'autres personnes en général, et la question du genre. Il est très important que les gouvernements et les parties prenantes, et quand je parle de parties prenantes, il faut parler des donateurs, les organisations privées qui travaillent sur la justice climatique au niveau international et au niveau local. Je vois aussi on n'a pas une bonne idée des vulnérabilités. Oui, je sais, on constate que les personnes en situation de handicap sont les plus vulnérables, mais on ne voit pas qu'il n'y a pas de données désagrégées sur ces personnes. Quelquefois, il y a des lacunes en ce qui concerne la situation sur le terrain. Lors de nos négociations avec le gouvernement et les parties prenantes, il y a des lacunes d'information. Donc, je pense que les organisations, les gouvernements qui travaillent sur la justice climatique et pour le financement pour la recherche devraient avoir ces connaissances. J'aimerais aussi mettre en exergue le fait qu'il est très important aussi d'avoir l'engagement des personnes en situation de handicap et les personnes autochtones en situation de handicap. Cela est très important parce que il faut qu'ils ont ils pourraient être des champions pour l'action contre le changement climatique. Voilà ce qu'il faut maintenant dans le débat, dans les discussions. Il faut avoir les voix des personnes, des communautés de base de ces personnes. Il faut avoir des interventions nécessaires selon le contexte, selon les besoins. Par exemple, il faut beaucoup plus de prise en compte du contexte des personnes et des pays en développement. Ceci est très important, c'est fondamental. Ce sont les considérations qu'il faut prendre en considération. Mais bien sûr, il y a d'autres questions aussi. Merci beaucoup, Fatima. Ngea, est-ce que vous pourrez parler, vous aimeriez parler de la part du gouvernement, de la situation? Sinon, je pense que je pourrais donner la parole à Sharon. Maria ou Maria? Yes. Maria, oui, je vous donne la parole. Oui. La question était, est-ce que vous avez des exemples de comment les personnes en situation de handicap mènent déjà dans leur communauté la lutte contre le changement climatique? Oui. En ce qui concerne notre situation en Indonésie, les femmes en situation de handicap, les personnes autochtones, surtout les femmes, ont très peu de formation et d'éducation de ce que nous faisons. Donc, nous essayons de renforcer les capacités des femmes, les enseigner de leurs droits et nous essayons de les former sur le développement de l'action communautaire.
nous essayons de travailler, d'informer les autres parties prenantes de la situation de ces personnes. Nous essayons d'avoir une perspective beaucoup plus profonde de la situation des personnes autochtones en situation d'handicap. Comment est-ce qu'on peut avoir une participation importante des femmes et femmes autochtones en situation de handicap? Il faut s'assurer que les femmes en situation de handicap ont la possibilité de participer, qu'on les invite à participer dans les réunions et aux actions, qu'ils puissent évaluer et critiquer les programmes et aussi les règlements en ce qui concerne les personnes en situation de handicap. Merci beaucoup, Maria. Je pense que l'autre question porte sur le financement. Il y a une question, comment est-ce qu'on pourrait peut-être renforcer l'action et la participation des femmes à l'atténuation du changement climatique? Il y a une autre question qui porte sur les propositions. Je pense que Cheryl et Petri peut-être pourraient commencer avec la réponse. Je donne la parole d'abord à Cheryl pour répondre et puis à Petri et à Stéphane pour conclure. Merci beaucoup. C'est une discussion fort riche et le membre du panel de la Finlande parlait. Est-ce qu'on parle de cela très souvent? Et cela m'a beaucoup frappé. Je pense que c'est fantastique qu'on prenne le temps maintenant d'avoir cette discussion aujourd'hui. Et j'ai été frappée aussi par la question du plaidoyer et l'unité de tous les membres du panel qui disent qu'il faut tirer l'attention sur cette question. Et aussi, j'ai été frappée par les commentaires de pratiquement quand elle dit qu'il faut être à la table même lors des prises de décision. Je remercie pour tous ces commentaires. En ce qui concerne le financement, le gouvernement du Canada va travailler avec des agences, organisations multilatérales, de société civile. Je parle des fonds du Canada pour les initiatives mondiales, nos ambassades à l'étranger gèrent ce fonds. Donc, vous pouvez contacter l'ambassade du Canada dans votre pays de résidence pour avoir une discussion. Il y a une autre question sur le développement, je pense, le renforcement des capacités. Nous aussi, nous faisons du renforcement de capacités dans nos ministères pour que les gens même qui travaillent avec les gens en situation de handicap comprennent beaucoup mieux leur situation. Nous essayons de renforcer la capacité sur le terrain pour avoir un engagement au niveau local pour travailler avec les organisations communautaires. L'intention, c'est de renforcer les capacités au niveau local. Pour conclure, j'aimerais dire que notre message depuis le Canada, c'est que les personnes en situation de handicap, surtout les femmes et les filles, sont des agents de changement. Il faut voir la situation comme ça parce qu'ils ont la connaissance, ils peuvent beaucoup contribuer à l'atténuation du changement climatique. Merci beaucoup pour la possibilité. Apoorv, do you want me to go now or? Yes, Petri, you can go ahead now. Thank you. Vous voulez que je parle maintenant? Merci pour ces interventions. Il y a toujours beaucoup à apprendre et j'ai beaucoup à apprendre. Par rapport au financement, comme je l'ai déjà dit, en tant que donateur, vous pouvez établir des exigences ou des attentes.
des plans ont des actions qui ciblent le genre et sont inclusives. Si vous cherchez ou donnez du financement, vous pouvez établir des termes pour assurer à ce que ces aspects soient conclus. Je peux mentionner 2 exemples. La Finlande a financé les actions du BIT pour l'action des femmes dans les questions vertes, les questions écologiques, le phénomène des événements météorologiques extrêmes. Nous établissons les attentes donc, et c'est comme ça que les donateurs peuvent influencer le processus. De manière générale, je dirais qu'il faut focaliser sur les actions qui ont à leur centre les droits de l'homme. Pour les femmes et les filles handicapées, il faut faire plus pour avoir des approches transversales et qui incluent ces questions. Et je vois que Dwi est de retour, donc je vais lui passer la parole. Merci beaucoup pour ces remarques de clôture. Désolée, j'ai eu des problèmes de connexion. J'aimerais donner la parole à Stéphane et au docteur Mongerel pour leur conclusion. Stéphane, merci. J'aimerais parler de la question de savoir c'est les capacités de qui devront être renforcées. L'objectif final, c'est que toutes les personnes qui travaillent dans le domaine du changement climatique doivent savoir comment inclure les droits des personnes handicapées dans leur travail. Mais la communauté des personnes handicapées doivent avoir leur capacité renforcée pour créer des points d'entrée pour le travail du plaidoyer. Nous avons donc besoin d'un processus de renforcement des capacités multinationales. Il faut que les personnes handicapées soient assises aux tables où les décisions sont prises, mais avec les capacités pour contribuer à ces discussions. Merci. Merci beaucoup, le docteur Mongeral. Merci beaucoup. J'ai 3 commentaires brefs. Premièrement, sur la capacité en matière des données. Nous voyons beaucoup de faiblesses là-dessus. Donc, il faut développer les capacités en matière des recherches et la collection des données ventilées par genre et le handicap et de développer les capacités des femmes. Sinon, nous ne pourrons pas évaluer l'impact sur les stratégies en matière d'atténuation et autres. Donc, il faut avoir la capacité de recherche si on sera assis à la table. Deuxièmement, par rapport à la promotion de la paix et la sécurité en intégrant ces questions, je vois qu'il est important d'inclure ces questions. La plupart des États parties de l'ONU le font de manière habituelle et il faut que les actions climatiques et le rôle des femmes handicapées soient prises en compte par rapport au financement. Pour finir, nous voyons
qu'il y a des flux de financement et c'est bien parce qu'il y a des agences différentes et des gouvernements qui y participent. Mais il faut inclure la question des femmes et des filles handicapées. Il faut influencer les États membres et les partenaires davantage pour que la question du changement climatique soit intégrée dans tous les processus pour donner plus d'opportunités aux organisations pour les personnes handicapées. Et merci encore pour l'invitation pour participer à cette discussion aujourd'hui. Merci beaucoup. Je pense que nous sommes au terme, à la fin de ce webinaire. J'aimerais remercier tous les orateurs. Nous avons appris beaucoup sur comment nous pouvons travailler ensemble pour assurer le plaidoyer et que les actions en matière du climat soient inclusives et que la voix des femmes et des filles handicapées soit amplifiée dans le domaine de la prise de décision en faveur du climat. J'aimerais encore une fois vous remercier les parties prenantes sur l'importance de la participation des femmes handicapées dans la prise de décision en faveur du climat. Si vous avez de l'expertise à offrir pour appuyer les femmes handicapées, il faut le faire en accord avec la Convention pour les personnes handicapées, assurer à ce qu'il y ait des stratégies de résilience soient équitables. J'aimerais vous remercier tous d'avoir participé à cet événement. Merci aux panélistes extraordinaires que nous avons eus aujourd'hui. Avant de conclure, j'aimerais remercier les interprètes en langue de signes, en anglais, en français, des personnes qui étaient responsables du sous-titrage codé. Merci à tous et à bientôt.